imisozi igihumbi tujarirwa n'uduhetse yewe Rwanda turagukunda yewe nawe uzadukunde nkunda u Rwanda rw'imisozi igihumbi tujarirwa n'uduhetse nkunda u Rwanda nkunda u Rwanda neza amakuru nanone yehora mama wihorere mama wihorere geza guhongera bihogoye yego mbwira nawe nasajya munini nasajya munini Vos Excellences, honorables ministres, Mujawa Maria, ministre de l'Environnement du Rwanda, honorables ministres, ambassadeurs, leaders de la société civile, distingués invités. Bienvenue à Kigali. Welcome to the Un chaleureuse bienvenue à ce forum de l'économie circulaire.
Et je suis je m'appelle Tania Abiman, je suis avec Nozipo Chabalala pour être vos MC de cette réunion d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais exprimer un bienvenue à toutes les personnes à travers le monde qui suivent ces conférences, ce forum mondial. Essayez de regarder, donc il y a beaucoup de personnes qui nous suivent de par le monde. Donc je voudrais aussi souhaiter aussi la bienvenue, la participation à tout le monde et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous ici et je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous écoutent dans leurs langues respectives, y compris les Sud-Africains. Parce qu'en Afrique du Sud, nous avons différentes langues, nous avons aussi des participants du Nigeria, des participants du Cameroun, d'autres participants qui viennent des universités, qui participent, les sœurs et frères qui participent. Et je voudrais aussi dire ceci, Tania, c'est l'université de Finlande, les représentants qui se trouvent ici ou qui participent en virtuel ce matin. Je voudrais aussi souhaiter un chaleureux bienvenue à tous ceux qui nous suivent de l'Afrique. Et je voudrais aussi exprimer une bonne reconnaissance à ces chanteurs et danseuses de Indangamigwa pour l'entrée en scène qu'ils viennent de nous proposer au cours de cette conférence. Important pour avoir des conversations qui parlent de l'économie circulaire, où les acteurs, les innovateurs sont présents ici pour faire avancer la discussion pour la première fois sur le sol africain. Absolutely, Tanya. Ladies and gentlemen, we are absolutely both. Mesdames et messieurs, nous sommes intéressés, nous sommes contents de vous voir ici au cours de ce moment. Nous avons l'élan de démarrer et bien. Aujourd'hui, nous allons toucher plusieurs aspects qui intéressent l'économie africaine, Tania. Et nous allons aborder ces aspects qui forment le développement de l'Afrique et surtout le caractère séculaire de ces aspects qui vont être touchés. Et je voudrais bien entendu revenir à cela et je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit de tout le monde. D'abord, à l'endroit de la République du Rwanda pour avoir abrité cette conférence. Et merci beaucoup. Et nous voudrions aussi dire merci aux différents partenaires, Finish Innovation, d'autres partenaires africains et tous les partenaires qui ont joué un rôle important pour rendre les 2 prochains jours une réussite. Merci beaucoup à tout le monde. Maintenant, nous allons toucher différents aspects, thèmes très intéressants, des thèmes qui abordent les questions d'économie circulaire en Afrique. Nous allons donc dans ce programme aborder différents aspects. Questions qui sont importantes pour catalyser les investissements nécessaires pour faire avancer l'agenda de l'économie circulaire. But for now, we will take a moment to hear from our very own minister. So please join me in welcoming to stage Her Excellency Minister Dr. Jeanne d'Arc Moujawa. Maintenant, je voudrais inviter Madame la ministre Moujawa Maria pour qu'elle puisse prononcer son discours d'ouverture. Nous allons applaudir. Merci beaucoup. Honorable Odi Odon, ministère d'État en charge de l'environnement Nigeria. Honorable Terry Letonen, vice-ministre de l'environnement et du changement climatique de la Finlande. Monsieur Katainen, président du Fonds finlandais d'innovation, CITRA. Monsieur Hassan Nakovi, chef du secrétariat du partenariat pour les actions sur l'économie verte. Vos Excellences, ambassadeurs ici présents, responsables du haut niveau, distingués invités, Mesdames et Messieurs.
amis de l'environnement. Bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue ici au Rwanda pour le sixième forum mondial de l'économie circulaire qui se tient pour la première fois en Afrique. Le gouvernement du Rwanda est très content d'abriter ce rassemblement combien important à Kigali, l'une des villes les plus vertes et plus belles du monde. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le Fonds finlandais d'innovation CITRA, l'Africa Circular Economy Alliance et le réseau africain de l'économie circulaire et tous les partenaires qui ont participé dans la préparation de ce forum. Le circulaire mondial de l'économie circulaire, c'est une plateforme pour partager comment les gouvernements, les organisations et les mondes des affaires peuvent saisir les opportunités qui leur sont offertes pour avoir un avantage compétitif dans la transition vers la réduction de l'émission de carbone et pour des économies résilientes. Ça donne aussi au Rwanda et le continent la chance de montrer nos traditions de respect de l'environnement et explorer comment rendre la transition vers une économie circulaire une réalité. Bien entendu, l'économie circulaire représente la principale opportunité pour essayer de renforcer la croissance verte et la création des emplois en Afrique. Et nous avons hâte de partager nos expériences et d'apprendre des expériences des autres. Excellences, distingués invités, l'adoption des pratiques circulaires pourrait aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 45%. Juste une transition inclusive à une économie circulaire nous offre des opportunités, bien entendu, pour aboutir à une croissance économique tout en garantissant le bien-être social et l'atténuation des risques environnementaux. Alors, investir dans les économies circulaires, c'est un investissement dans la réduction des changements climatiques, la protection biodiversité, les chaînes d'approvisionnement, la sécurité, l'innovation, ainsi que la création des emplois et bien entendu le développement des connaissances. Le Rwanda a pris l'approche productive pour intégrer les approches circulaires dans nos politiques, dans nos stratégies et dans nos plans. En 2008, nous avons officiellement banni les sacs en plastique et en 2019, nous avons élargi cela jusqu'à leur utilisation. Ce sont des initiatives qui ont ouvert les yeux des personnes et qui ont créé les potentialités pour l'économie circulaire. Nous avons protégé notre environnement et nous avons créé des politiques de protection de l'environnement et du changement climatique pour accroître les économies circulaires. Et aujourd'hui, on va lancer le plan d'action, le premier plan d'action en matière d'économie circulaire en Afrique au cours de ce forum à Kigali. Alors, comme résultat, il y a plusieurs affaires qui sont dans le domaine de recyclage, la gestion des déchets et qui investissent dans l'économie circulaire. Nous avons même un centre qui travaille pour connecter les producteurs qui travaillent dans le cadre du traitement des déchets. Il y a plusieurs sociétés qui sont dans ce domaine et qui veulent investir dans l'économie circulaire, mais malheureusement, il y a un manque d'outils financiers convenables et on a besoin de financement pour appuyer ces
monde des affaires, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi encore une fois de remercier CITRA, l'Alliance africaine de l'économie circulaire et le réseau africain de l'économie circulaire et tous les partenaires pour avoir organisé ce forum combien important et pour avoir créé une plateforme significative de dialogue et d'échange. Le Rwanda et l'Afrique, en général, sont les destinations idéales pour les économies circulaires et l'investissement vert. Le Rwanda est aussi privilégié cette année parce qu'il a été approuvé, a été reconnu comme membre de PAGE, partenariat pour l'action en matière d'économie verte, où des appuis, entre autres, vont aider à créer un environnement macroéconomique facilitateur et le financement pour accélérer l'agenda de l'économie circulaire au Rwanda. Aujourd'hui, saisissons cette opportunité et bâtissons des économies circulaires qui sont au service des personnes sur la planète. Comme ça, nous pourrions vivre en harmonie avec la nature et nous pourrions garantir un avenir durable pour des générations à venir. En concluant, merci beaucoup d'être avec nous et je vous encourage à explorer la beauté de notre pays et les expériences que le Rwanda offre en matière d'hospitalité et de beauté. Maintenant, je voudrais passer la parole à Monsieur Katainen pour qu'il puisse prononcer son discours. Et je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. Honorable ministre, chers invités, chers participants et organisateurs, quel plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à Kigali. Et quel plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue à ce forum international pour l'économie circulaire. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude à l'endroit de la République du Rwanda pour avoir organisé ce forum avec nous. Le Rwanda continue d'avoir une raison et un dévouement de travailler pour les personnes, la nature et pour les innovations, pour l'avenir. Nous avons besoin de ce courage, de cette confiance pour que nous puissions avoir nos yeux toujours braqués sur l'avenir et surtout pour le bien-être des générations futures. Surtout aujourd'hui, au moment où nous faisons face à plusieurs défis. Cette année, la communauté mondiale a été affectée par les attaques de la Russie en Ukraine et l'impact en matière d'énergie est très sensible. Nous avons besoin de nous mettre ensemble et de faire des actions pour bâtir l'harmonie et la stabilité sociale. Et nous avons besoin de créer des succès, des économies résilientes qui peuvent aussi affronter des menaces, mais aussi accroître la protection environnementale. L'économie séculaire est un outil dans ce cadre et nous avons fait un grand voyage en ce qui concerne l'aboutissement du forum d'économie circulaire. Ce forum a été organisé pour la première fois en 2017 à Helsinki et c'était aussi l'année où on a célébré le centième anniversaire de notre indépendance. Aujourd'hui, le 6 décembre, nous célébrons l'indépendance de la Finlande pour 105e fois. Et je suis content de souhaiter, je prends cette occasion pour souhaiter bonne fête d'indépendance à tous les Finlandais qui se trouvent ici. Et je dois vous dire que nous sommes très heureux d'être avec vous et d'être avec les amis ici qui travaillent pour garantir de bonnes vies pour les générations futures. En 2015, le forum s'est réuni à Yokohama et 2017, c'était à Helsinki. Et ce moment, nous avons une participation accrue.
Et aujourd'hui, nous organisons le forum avec des participants en ligne. Et, nous discutons sur comment on peut renforcer les économies après la pandémie. En 2021, nous avons organisé 2 événements, WCA pour le climat aux Pays-Bas et en 2021 en ligne à Toronto, au Canada. Alors, dans un monde interdépendant, donc avec des changements systémiques, nous avons besoin de la collaboration globale. Les crises globales nous affectent tous et nous devons apprendre les uns des autres et nous devons partager les solutions et les meilleures pratiques. À ce moment, je voudrais inviter notre pays qui a abrité très récemment le Canada et le Japon pour pouvoir s'adresser aux audiences. D'abord, nous allons donner la parole au Japon. A circular economy roadmap and comprehensive circular solutions on plastics. Japan promotes public-private partnership to strengthen circular business models, increasing collaboration across sectors. Le Japon appuie aussi les pays d'Afrique pour pouvoir adresser les différents défis auxquels ils font face dans le cadre des villes vertes en Afrique. Donc, si nous travaillons ensemble pour pouvoir aboutir à nos objectifs. Et merci beaucoup, Monsieur le ministre Hiroshi Ono. Et maintenant, j'invite maintenant Monsieur Peter Diaz, qui est notre responsable du département des affaires internationales. Merci. Excellence. Chers invités participants, amis, au nom du ministre de l'Environnement des Pays-Bas, je voudrais exprimer ma jouissance de participer à ce forum. Et comme on l'a dit, l'année dernière, les Pays-Bas ont eu l'honneur et le plaisir de co-organiser une édition spéciale de ce forum de l'économie circulaire. Nous sentons très fortement avoir un lien avec les aspects climatiques. Et ce sujet est très important pour nous. L'économie circulaire est un instrument très important pour décarboniser nos sociétés et je suis content de voir que ce sujet est à l'agenda d'aujourd'hui. Mais l'accent particulier de cette réunion, c'est l'Afrique. C'est un grand continent et avec beaucoup de possibilités. Et je pense que maintenant, il est temps de se libérer et de pouvoir se connecter les uns avec les autres. Au cours des 2 jours, il y aura beaucoup d'inspiration et d'énergie. Merci. Merci beaucoup, Peter. Et enfin, nous aurons l'orateur du Canada qui va aussi s'exprimer en ligne. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Steven, ministre canadien du changement climatique. Le monde entier met ensemble le monde des affaires, les secteurs privés et les différents partenaires dans le domaine de l'économie circulaire, de la transition climatique. L'année dernière, nous avons été honorés d'être co-organisateurs du forum au Canada et nous sommes aujourd'hui heureux de participer aussi en ligne. Il y a plusieurs économies circulaires à travers le monde qui sont en avant et qui ont été développées au cours de la dernière COP27. Aujourd'hui, cette conférence qui se tient en République du Rwanda constitue une avancée importante dans le cadre du développement des économies circulaires. Et je suis honoré de dire que cela joue un rôle très important. Et je vous souhaite plein succès au cours de ce forum de 2022. Merci. C'est bon d'avoir le soutien des différents partenaires à travers le monde. C'est le premier forum en Afrique sur l'économie circulaire dans le sud global.
Le forum ne se passe pas seulement ici à Kigali, mais il se passe aussi en ligne il y a des participants de travers l'Afrique. Il y a plusieurs participants de Cape Town, Lagos et Lusaka sont en ligne pour participer à cet événement qui se tient ici à Kigali. Pour moi, cet événement constitue une occasion de pouvoir discuter des aspects qui sont importants pour l'Afrique. L'Afrique pourrait aller vers l'économie verte et adopter de nouvelles formes de collaboration. Le monde peut apprendre beaucoup d'Afrique et l'Afrique pourrait jouer un rôle important dans les changements qu'on veut mettre en place. Nous devons créer un environnement favorable pour le faire, avec des politiques proactives, mais aussi un financement adéquat. L'Afrique pourrait aussi réussir les économies circulaires. Nous ne devrions pas répéter les erreurs du passé en matière d'industrialisation. Comme nous le savons, les pays d'Afrique ont des technologies très puissantes et ils peuvent aussi en développer davantage. Nous devrions donc être à mesure d'avoir des solutions circulaires. L'économie circulaire est très importante pour ce qui concerne la résolution des changements climatiques. Et COP27 a pu montrer cela. Et nous sommes ici pour travailler sur les questions circulaires. Et les solutions circulaires pourraient être au centre même de nos discussions. Je pense que ce forum va accroître l'attention mondiale en ce qui concerne les solutions circulaires, mais aussi va accroître la sensibilisation à travers le monde. Ce forum va donner des idées inspirantes qui vont accélérer les nouvelles formes de collaboration. Et je vous encourage tous à échanger des idées. Cela va nous aider à mettre en place des économies prospères et des conditions favorables de vie pour tout le monde maintenant et pour l'avenir. L'économie circulaire va vous offrir des idées et rencontrer inspirantes. C'est comme ça que nous pouvons accélérer de nouvelles formes de collaboration. Je vous encourage d'échanger vos pensées et d'élargir vos points de vue. Ensemble, nous avons le pouvoir de voir grand et d'établir des économies prospères où tout et tous peuvent vivre bien, maintenant et dans le futur. Merci bien. Mesdames, Messieurs, nous remercions beaucoup à Son Excellence, Monsieur le Ministre, de nous avoir rappelé que investir dans l'économie circulaire est un investissement intergénérationnel et ceci nous pousse à garder notre concentration sur l'avenir pour partager les idées, profiter de l'espace offert ici, d'apprendre les uns des autres. Nous vous remercions tous pour l'enthousiasme. Une question, c'est comment vous allez maintenir le progrès? Il y a beaucoup de choses qui se produisent, n'est-ce pas? On vous invite à télécharger notre application mobile dont vous pouvez vous servir avec le QR pour vous maintenir à jour avec le programme, voir tous les orateurs, et cela vous permettra de demander la parole, de participer en affichant vos commentaires et faire partie de la présente conversation. Mesdames, Messieurs, et ceux qui nous rejoignent virtuellement, nous vous invitons à prendre part, à participer, s'il vous plaît. Alors, la conversation se poursuit au-delà de l'application, au-delà de l'écran et sur les médias sociaux. Je vous invite donc à aller sur les médias sociaux et cliquez WC 2022 sur Facebook. Donc, vous allez comprendre la matière et moi, j'ai l'honneur de vous présenter la séance suivante, c'est-à-dire la séance qui porte sur les pionniers
de l'économie circulaire, avec l'ambition d'appuyer l'investissement sur le continent africain en appuyant les connaissances locales. Eh bien, Kissi Eguima Togobo va être le modérateur de la séance et je vous demande de l'accueillir. Merci. Un grand plaisir donc d'être là, Murakozen. Oui, pendant 60 minutes ou plus, nous allons pratiquer ce qui est dit par rapport à au changement sur le continent. Et avant de critiquer l'entrepreneur, il faut parcourir son parcours pour comprendre ce qu'il a enduré. Parce que si vous faites ça, quand vous critiquez les entrepreneurs, hein, n'est-ce pas, vous n'y parviendrez pas si vous n'avez pas fait leur parcours. Ce que nous allons faire maintenant, c'est suivre une petite vidéo sur Citra qui va exposer un cas d'économie circulaire sur le continent africain. Africa has the ability to power the world into a circular future for 3 reasons: youth, tradition, and development. Young people are the La jeunesse, c'est le futur, et l'Afrique dispose de la population la plus jeune au monde. Et c'est une source principale des matières premières. Et en tant que continent en développement, eh bien, l'Afrique peut passer de son état actuel à un état de continent le plus développé. Alors, voilà, industrie de recyclage, blocs de construction à partir des déchets plastiques, la cuisine de compost, transformation de les déchets de construction peuvent être transformés aussi. Les nids écocides. On peut se servir des déchets agricoles pour nourrir les insectes. La promotion de l'agriculture générative, les plantes de rente. On peut recycler les textiles en nouveaux produits. On peut produire le fertilisant organique. On peut les safety organics, c'est-à-dire produire les engrais organiques localement auprès des villageois. On peut également, dans les Wissenta, recycler les déchets électroniques, les déchets exactement électroniques. Êtes-vous inspiré? Lisez davantage sur les solutions de l'économie circulaire en Afrique sur le site que je vous projette. Citra, c'est signé Citra. Je vous remercie. Merci de nous avoir montré. Juste une poignée d'éléments par rapport aux solutions de l'économie. Maintenant, je vais vous inviter à raisonner sur des questions qui se rapportent aux affaires circulaires sur le continent sans perdre du temps. Première question, n'est-ce pas? De la collecte de 500 études de cas, quel est le pays qui a le plus grand nombre des affaires circulaires? Rwanda, Kenya, Nigeria. Quel est le pays qui a le plus grand nombre d'entreprises circulaires? Choisissez la bonne réponse entre les 3 proposés. Personne n'a répondu jusque-là. On est prêt pour la réponse. La réponse, c'est le Kenya. 62% de vous,
C'est le Kenya qui a le nombre le plus élevé des affaires ou des entreprises circulaires. Deuxième question. L'économie mondiale pourra avoir besoin de dépenser combien pour arriver à zéro d'ici 2050, d'après McKinsey. 500 milliards, 445 trillions, 275 trillions. C'est quoi le montant que l'économie mondiale devra dépenser pour un net zéro d'ici 2050, d'après McKinsey. McKinsey. Alors, la plupart de vous pensent que il s'agit de 45 trillions de dollars. Non, c'est la troisième réponse qui est bonne. 275 trillions de dollars. Beaucoup d'argent, donc beaucoup de zéros à noter. Après le chi, la virgule, après le point. La troisième et dernière question. Quel est le secteur qui a le potentiel de circularité le plus élevé d'après l'économie circulaire africaine, l'Alliance sur l'économie circulaire africaine, n'est-ce pas? Agriculture, services sociétaux ou bâtiments. Il y a ABC, donc agriculture, services sociétaux. Je dois dire que les services sociétaux incluent la gestion des déchets, les consorts. Voilà. 75% pensent à l'agriculture. Que c'est l'agriculture? Et 25%, non, c'est la deuxième option. C'est des services sociétaux ou des services à la société. Parce que vous êtes dans le vrai espace. N'est-ce pas? Nous allons rentrer dans le segment suivant qui examine la question des données. Donc, les 2 dernières années, l'Afrique a travaillé pour obtenir des données des 5 grandes économies circulaires du continent. Alors, je vais vous faire comprendre les statistiques et je vais vous recevoir quelqu'un qui va vous parler, qui va vous faire comprendre les statistiques ou les données en matière. Merci, Kissi, merci. Debra, je sais que tu es né et éduqué au Ghana, n'est-ce pas? Et je sais. Nous avons parlé de la circularité de l'économie circulaire dans un contexte africain. Voudriez-vous donner quelques détails, ce qui se passe autour, l'expérience que vous avez par rapport à la circularité après avoir grandi au Ghana? Oui, Kissi, merci, un plaisir d'être ici. L'économie circulaire a toujours fait partie de la culture africaine. Quand j'étais jeune, j'allais acheter les aliments et j'allais avec mon propre gobelet, mon propre plat et j'achetais la nourriture. Il n'y avait pas de honte, c'était une chose normale à faire. Alors, it's funny, but then these things. Oui, voilà des choses qui nous rassemblent. La culture nous fait les individus. Et c'est ça qui constitue la première notion d'économie circulaire sur le continent. Alors, s'agissant des données elles-mêmes, on a besoin d'une projection. Sur cette slide, il nous est dit qu'une grande concentration des affaires circulaires dans certaines régions du continent, comme au Kenya, qui a des entreprises circulaires, l'Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest, comme Ghana, Nigeria. Est-ce que vous pouvez donner les données, apporter les données du Ghana se rapportant aux affaires circulaires? Oui, comme je l'ai dit, l'économie circulaire est imbriquée déjà dans la vie des Africains.
n'est-ce pas? Quand on a collecté ces données, il ne s'agissait pas, est-ce que vous êtes connecté sur des gens que vous connaissez et qu'est-ce que vous recherchez? Voilà ce qui s'est passé lorsque on voyait les statistiques qu'on observe. Mais il est intéressant, n'est-ce pas? Il est intéressant. Un voyage assez inspirant de me connecter sur la jeunesse qui exerce ses affaires sur le continent. La plupart sont des jeunes qui sont dans ces entreprises circulaires. Oui, autre défi identifié. Les entreprises, les entrepreneurs ont quelques besoins, n'est-ce pas? Ils recherchent à savoir les questions, à connaître les questions et des solutions possibles. Alors, les services sociétaux ont l'air de dominer. Comme je l'ai dit, les services de la société, dont la gestion des déchets, l'énergie, l'eau et l'assainissement, l'agriculture, l'alimentation, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une surprise pour toi de constater que beaucoup des affaires circulaires se concentraient sur ces trois domaines? Non, pas du tout. C'était pas surprenant. On sait que la plupart des pays africains ont des questions de gestion des déchets, une question cruciale, c'est un grand problème sur le continent. C'est pour cela que les jeunes gens se sont levés pour répondre aux défis, gérer même les déchets de manière électronique. Et c'est avec ces opportunités que les jeunes gens ont essayé de trouver des solutions à ces défis. Et nous, on veut comprendre c'est quoi l'économie circulaire. Et c'est pas seulement de gagner l'argent, mais de résoudre les problèmes qui agacent la société. Alors, n'est-ce pas, la circularité est un élan. Hein? Vous avez donc rassemblé des données depuis sur terrain. La dynamique a commencé en 2010, 2018, 2019. Il y a eu une montée en puissance. Et que pensez-vous pouvoir arriver d'ici là, s'agissant de la création d'emplois? Est-ce que la circularité va poursuivre son élan actuel, sa lancée actuelle? Oui, mais le fait que nous soyons déjà ici est une preuve que l'économie circulaire poursuit son bonhomme de chemin, n'est-ce pas? C'est peut-être parce que lorsqu'on a commencé la circularité, et je peux aussi dire qu'il y avait un temps où les gens étaient moins mobiles, ils pouvaient voir autour d'eux, ils observaient les défis, les opportunités pour apporter des solutions. Voilà ce qui s'était passé. Quand on abordait les gens, on sent que les gens étaient disposés à trouver des solutions aux défis. Mais beaucoup va encore se produire, n'est-ce pas? Je vous ai dit que la circularité économique est imbriquée dans la culture humaine. Et donc, les gens font la circularité sans l'institutionnaliser. Ils la pratiquent sans le savoir. Donc, il y a davantage qui va se produire. Beaucoup de gens sont occupés à faire davantage. Et en Afrique centrale, en Afrique du Nord, il y en a. Et on s'attend encore à énormément de choses. Merci. Sur le slide suivant, il y a des espaces de collaboration. On en entend parler beaucoup, partage des idées. Et voilà donc la raison pour nous d'être ici. C'est la collaboration. Et dans ce cadre-là, des politiques gouvernementales sont cruciales. Des recherches, des analyses sont utiles. Les données sont clés et être en mesure d'atteindre, n'est-ce pas, arriver à des frontières. Alors, est-ce que vous avez rencontré des soucis dans la collecte de données? Oui, ce qui est beau à voir, c'est des jeunes, c'est des nouveaux entrepreneurs travaillant ensemble. Lors de la collecte de données, il y avait d'autres programmes autour et on observait des jeunes gens, d'entrepreneurs disposés à apprendre les uns des autres, à croître ensemble. Et voilà l'un des éléments de collaboration.
Et il y avait une partie de ces gens qui parlaient, qui allaient des politiques gouvernementales et qui montraient qu'il fallait seulement aller sur le terrain parce que les choses ne pourraient pas se réaliser par une seule personne. On a besoin de tout le monde, on a besoin de cette collaboration. Oui, ça c'est encourageant. On entend souvent des entrepreneurs qui disent qu'il y a manque de confiance, mais en entendant ce que vous dites, on est rassuré, on sent que j'ai encore deux titres à partager avec vous. L'interdépendance avec le secteur informel est clé, n'est-ce pas? 90% des affaires indique que le secteur informel est un pivot par rapport à ce que ces entreprises font. Qu'est-ce que cela veut dire, des bras? Oui, ça c'est une manière de faire l'image de comment l'économie africaine est éminemment informelle. Et c'est aussi une occasion pour nous de voir que ces gens font partie de l'économie, de la circularité même, et comment les rassembler autour d'une table afin qu'ils travaillent ensemble, comment on peut les sortir de l'informalité de l'informel pour que leur voix soit entendue aussi. C'est ça la grande question. Autre élément, c'est les barrières principales. N'est-ce pas? Les acteurs en finance ont dit l'accès au financement constitue la pierre d'achoppement, n'est-ce pas? Et alors, il est, n'est-ce pas, nécessaire de pourparlers autour de l'accès au financement qui est une pierre d'achoppement. Alors, quand on parle des aspects financiers, il y a beaucoup de couches. On doit être conscient qu'il s'agit d'un défi fondamental, non seulement pour les affaires circulaires, mais pour tout appuyer les entrepreneurs, car sans financement, il n'y a personne qui peut aller de l'avant. Comment donc parler le vrai langage autour du financement? N'est-ce pas? Il faut amener les gens autour des tables pour dire on a besoin d'argent pour faire ce qu'on veut, on tient à faire et atteindre des objectifs. Voilà qui aidera à réaliser l'objectif qu'on s'est proposé. Merci Debra de nous avoir partagé les données, de nous avoir donné d'être intervenu. Merci. À ce niveau, je tiens à inviter les panélistes qui vont parler de leur propre parcours sur la circularité. Mena Sahin, cofondateur d'IKEA, Chenga, cofondateur de Rue Even, Kigan Compton, cofondateur de Vayabu, Ndlovu, fondateur d'une autre entreprise. It's wonderful to have you all on stage here with me. Why don't we start off by each of you just introducing yourselves, introducing your business, and then we'll go. On commence par vous. Merci pour l'opportunité. Bonjour tout le monde. Je suis Esetu Senga, cofondateur du O-Even. Nous, on recycle textiles. On les collecte à la source avant qu'ils soient jetés. On les recycle des déchets textiles. On produit des blanquettes et on produit. C'est pour garantir cette circularité industrielle. Voilà un peu ce que nous on fait dans notre entreprise. Bonjour, je suis Kigan, cofondateur et directeur général de Vayobu, une entreprise de recyclage de déchets organiques que nous transformons en déchets organiques, en compost organique
du côté compost, c'est pour réintroduire le carbone dans le sol, n'est-ce pas? Parce que le carbone est en dégradation et nous pensons que les engrais organiques sont importants. Je suis Rajat là, merci. Je suis Ashahin, cofondateur d'IKEA. Il s'agit d'une application mobile permettant dans ce contexte-là, et tous les intervenants ont un impact environnemental non négligeable. Et dans le long de la chaîne de valeur, nous aidons les utilisateurs les fournisseurs, les vendeurs qui doivent vendre les aliments, les produits alimentaires en surplus qu'on a cuisiné. Donc, il faut tout vendre, il ne faut rien perdre. On a 45 000 repas revendus et nous sommes en train. Je suis de vous, cofondateur de Hasnomics. C'est une entreprise d'ordre social. Nous utilisons des technologies novatrices. Nous avons aussi un modèle de financement innovateur. On utilise la technologie innovative pour, par exemple, recycler les briques des déchets de la construction. Nous, on l'a du domaine de bâtiment, nous, on les recycle, les briques cassées, tout ça là. Ensuite, nous produisons, nous donnons des maisons en location à un taux abordable. Nous créons des revenus durables en matière de location de maisons. Nous partageons les revenus et puis nous avons un revenu ou des revenus pour des familles. C'est vraiment impressionnant ce que vous faites. Alors, sur ce point-là, quels sont les divers moyens dans lesquels vous vous engagez, n'est-ce pas? C'est la circularité comme modèle des affaires. Commençons par le commencement. Je veux vous entendre. Oui, pour moi, être dans la circularité de l'entreprise de circularité, recyclage des produits textiles, vous savez, sur ce continent, on a l'habillement, c'est une expression de notre identité sur le continent. Et en tant que moi, je suis un économiste développementiste. C'est ça ma spécialité. Et donc, j'ai étudié dans ma thèse pour finir les études, c'est plutôt l'habillement, n'est-ce pas? Alors, j'ai de la passion dans le textile. Comment j'ai compris, n'est-ce pas? C'est la compréhension de l'habillement. Les gens qui fabriquent les vêtements, ils sont dans l'environnement, ils doivent protéger l'environnement et l'habillement fait que il y a des impacts négatifs du processus de production sur l'environnement et qu'il faut donc protéger. Il y a des pertes, et moi, en tant que passionné de l'habillement, je crois qu'il ne fallait pas continuer en ignorant les dégâts de cette entreprise sur l'environnement. Alors, j'essaie de comprendre la mode. Moi, mon cofondateur et moi, nous avons initié des recherches et nous avons été horrifiés de trouver les déchets du textile, n'est-ce pas? Et la réalité est qu'aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes vêtus. Et donc, peut-être on doit comprendre, il y a beaucoup de déchets du début à la fin
dans cette industrie-là. Par conséquent, il faut recycler, il faut retravailler ces déchets, n'est-ce pas? Par exemple, les vêtements de seconde main, n'est-ce pas? Il y a 90 millions de tonnes de déchets de textiles chaque année. En réalité, 87% de ces produits, de ces déchets sont recyclables. Et sur le continent, vous savez, l'Occident déverse ces déchets à Accra, ces déchets textiles à Accra partout sur le continent. Et moi, je pensais qu'il fallait quelque chose résoudre ce problème. Voilà ma passion, comment elle a commencé dans la circularité. Donc, c'est aussi que la circularité est aussi intensif en matière de labeur. Et donc, ça produit, ça donne du travail. Hein? Comment on peut contribuer au développement à travers la circularité et le textile. C'est ça la base de mes interventions, de mes travaux. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez vu ce qui se passe. Donc, sur l'avion, il y avait du thé, du café. Je ne voulais pas du lait et j'espérais qu'il n'y aurait pas de gaspillage, mais je voulais voir ce qu'ils allaient faire avec ce lait. Donc, est-ce que vous pouvez parler du fait d'utiliser les déchets comme ressources? Donc, pour l'Égypte, nous avons cette pratique. Si vous n'offrez pas trop, ça veut dire que vous n'êtes pas généreux. Et si vous n'offrez pas trop, donc votre service n'est pas d'une certaine qualité. Donc, quand j'ai commencé à en connaître, c'est-à-dire le gaspillage des aliments, je m'inquiétais un peu puisque je ne voulais pas que les gens me jugent. Les gens allaient dire que je n'étais pas suffisamment généreuse. Donc, s'agissant du dessert, j'essayais de ne pas gaspiller les desserts. Cependant, ça a été un choc pour nous quand très souvent nous sommes dans le restaurant et parfois il y avait beaucoup de gaspillage dans les restaurants. Donc, on a décidé de demander ces déchets pour en donner au mouvement de charité, mais ils avaient refusé. Donc, très souvent, il y a beaucoup de déchets des aliments. Donc, pour être honnête, j'ai un enfant. Je suis mère et je veux que cet enfant ait un bon avenir. Je ne veux pas qu'il y ait de crise. Je veux agir. Donc, on a pensé à cela. On voulait faire quelque chose pour que tout le monde puisse y contribuer. Donc, on a utilisé une application. Donc, si on utilise nos doigts, on peut changer le monde. Et comment lancer une entreprise qui peut s'élargir, qui peut accroître? Donc, voilà, de cette façon, on pourrait aller d'un pays à l'autre pour essayer d'agir, pour essayer de faire quelque chose de bon, pour avoir un impact sur l'environnement. Donc, voilà la source. Voilà pourquoi je mène ces activités. Voilà comment on a pu lancer cette application. Donc, je me tourne vers vous. Vous travaillez dans la comptabilité, vous êtes comptable, ce qui est très différent de ce que vous faites en ce moment. Mais maintenant, on parle des déchets alimentaires, du gaspillage des ressources. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Donc, très souvent, je vais travailler pour préserver l'environnement. Mais quand je suis allée à l'université, je ne savais pas comment agir. Donc, je suis allée dans un certain pays. Maintenant, j'ai quelques compétences, mais à l'époque, je ne les avais pas. Mais
il est très facile d'imaginer le monde à l'extérieur du monde de la comptabilité. J'étais à Dar es Salaam, c'est une ville vraiment immense, il y a une grande population. Et tous les déchets étaient vraiment gaspillés. Et il n'y avait pas de recyclage des déchets. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon partenaire. On essayait de voir comment changer ces processus. Donc, on a rencontré certaines de ces entreprises qui faisaient ce gaspillage. Donc, on leur a posé la question de savoir ce qu'ils faisaient avec ces déchets. Ils ont dit, on jette ces déchets à la fin de la route. Donc, ces gens disaient qu'ils brûlaient ces déchets. Alors, on a trouvé ça vraiment horrible. Ceci étant le cas, je me rappelle que j'avais vu un documentaire qui parlait des différents usages de ces déchets. Alors, je n'ai pas vraiment cru à cela. J'avais un problème, mais on a vu que c'était un concept simple. Vous prenez ces déchets pour donner ça aux insectes. C'était pas vraiment difficile. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience, ça a changé la vie. Maintenant, je passe mes journées en travaillant avec les animaux. Donc, nous faisons le recyclage des déchets. Nous faisons ceci plusieurs fois par jour, 50 fois par jour. C'est vraiment une grande activité. Je suis très content, je suis très fière de ces activités. Félicitations, c'est très bon. Oui, vous pouvez en être fier. Maintenant, je me tourne vers vous. On avait parlé, vous nous avez parlé de votre parcours, vous avez parlé de l'habitat en Afrique du Sud. Vous vouliez à l'époque d'avoir ces changements. Essayez de partager avec nous votre expérience. Donc, je suis entrepreneur. Ça n'a pas été vraiment mon choix. J'ai été attirée vers ce domaine. J'ai grandi dans les bidonvilles. C'est une communauté urbaine. Donc, à l'époque, c'était pendant l'ère de l'apartheid. C'était des petites maisons appartenant à nos grands-parents. Nos grands-parents avaient leurs propres parents et ils avaient leur famille. Donc, chaque parent devait élever 4 enfants à peu près et on a dû grandir dans ces petites maisons. Et si les parents étaient là, ils devaient utiliser une chambre et nous utilisions l'autre chambre. Parfois, on devait dormir dans la cuisine, dans le salon. Et parfois, c'était très difficile de se préparer pour l'école. Donc, à l'époque, j'étais très, très jeune et il y avait vraiment beaucoup de défis, mais j'ai grandi et je voulais avoir mon espace privé. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent pour élargir la maison, pour bâtir une partie à l'extérieur, pour y mettre d'autres membres de famille. Et parfois, quand on parvenait à bâtir cette partie, on parvenait à louer à d'autres membres de la famille. Donc, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment d'argent, on n'avait pas accès au crédit. Donc, on était dans ces petites maisons et il faisait très chaud pendant l'été et très froid pendant l'hiver. Et quand il y avait la saison des pluies, c'était vraiment difficile. C'était pas vraiment bon. Donc, on a dû passer par cette expérience. Donc, j'ai pu comprendre que quand j'étais dans ma communauté, je voyais les mendiants et j'ai commencé à comprendre le problème. Donc, je voulais avoir ma propre maison pour ma famille. Et même si on avait accès à des crédits, on avait besoin de gens pour construire cette maison. Donc, je suis devenue donc j'ai dû apprendre à construire. Donc, en fin de compte, on a utilisé cet argent pour acheter des matériels de construction.
Donc, ça nous a pris 4 ans pour faire cette construction puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'argent. Donc, j'étais avec mes amis m'ont aidé parce qu'ils avaient eux-mêmes leurs propres défis. Donc, nous avons commencé à bâtir une maison pour ma famille et puis on a commencé à construire pour les autres familles, pour aider nos amis. Et voilà comment on a lancé cette entreprise informelle. Au début, il y avait l'avantage comparatif d'être jeune. On était jeunes parce que normalement, c'est les vieux qui construisent. Mais nous avions cet avantage. Nous étions jeunes. Mais au fur et à mesure, on a dû changer. Donc, voilà comment on a pu acheter cet équipement pour créer ces briques. Donc, tout ça, c'était pour diminuer le coût. Donc, voilà comment on a pu travailler ensemble. On a découvert ces systèmes innovateurs pour les briques. Quand vous construisez, ces systèmes réduisent le coût. Mais à l'époque, on n'avait pas cet argent. On a trouvé une société de recyclage et voilà comment on a pu savoir qu'on pourrait construire avec du matériel recyclé pour réduire le coût. Donc, comme ça, on a pu avoir un emploi. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Donc, je vois qu'il y a des commentaires et apparemment, vous avez pu travailler de façon innovatrice. Et ceci me fait penser à ma propre situation. Donc, parfois, j'imagine que vous avez eu des sources de découragement, provenant, parfois vous avez été découragé par vos familles, vos amis. Comment est-ce que vous avez pu trouver une solution? Parce que vous travaillez dans des situations plus ou moins nouvelles. Veuillez partager avec nous ces solutions. Nous avons commencé il y a 4 ans. Donc, on a commencé à parler aux fabricateurs de textiles. Il y avait un intérêt dans ce recyclage de textiles, mais les gens ne savaient pas comment faire. Il ne s'agit pas tout simplement de jeter les vêtements. Au début, nous avons parlé aux fabricateurs et puis on a proposé de leur donner des services. Ils nous demandaient si c'était des vêtements de qualité. Ils nous posaient beaucoup de questions. Ils se faisaient des soucis. Ils voulaient savoir si c'était d'une qualité inférieure. Donc, c'était vraiment un grand défi au début. Et puis, je me suis rendu compte que bien qu'on veuille entrer dans la mode, les gens, parfois, ne veulent pas faire ce recyclage. Les gens ne sont pas prêts à faire ce recyclage. Et parfois, le vêtement n'est pas vraiment le bon vêtement. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait éduquer la chaîne de valeur. Il fallait éduquer ces acteurs. Donc, en 2019, la Suède nous a aidés quand il s'agit de la technologie durable. Là, je parle de la région nordique. Donc, j'ai visité les pays nordiques et j'ai été vraiment inspirée. Je voulais transférer ces connaissances à l'Afrique. Et puis, nous avons décidé qu'on voulait créer une organisation à l'extérieur de notre propre organisation. Cette organisation s'appelle Future of Fashion, l'avenir de la mode. Donc, on a travaillé on s'est approché de l'ambassade suédoise. Nous voulions introduire un lien avec le Nord et le Sud pour travailler sur cette économie et puis promulguer ces connaissances, transférer ces connaissances. Donc, chaque année, on organisait un événement pour regrouper les étudiants, les gens dans la mode, les créateurs, les concepteurs, pour qu'ils puissent travailler ensemble pour avoir cette circularité. Donc voilà, on voulait avoir ces campagnes de sensibilisation. Quand je suis rentrée de la Suède, j'avais cette passion, j'étais excitée. Je savais que l'Afrique devait
en tirant de quand je suis arrivée chez ma grand-mère, c'était pendant les vacances de décembre, je me suis rendu compte que dans la région rurale, c'était à Cape Town. J'ai vu que tout au long de ce processus, on avait déjà un système circulaire, mais on ne savait pas comment exploiter ces déchets. Tout était naturel. Donc, en tant que entreprise qui démarrait en Afrique, c'était très important de parler de la durabilité, de la circularité, parce que il fallait encourager les gens. J'ai parlé à certaines personnes et les gens ne voulaient pas apprendre tout le temps. Ils disaient « Ah, oh là là, je dois apprendre ». Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait changer la façon de faire ça. Mais sinon, on avait déjà ce système séculaire. J'ai parlé à quelqu'un qui disait qu'ils étaient habitués à ce système. Ils savaient bien créer leurs propres aliments, ils avaient leur propre jardin, mais d'un coup, ils devaient acheter dans les pharmacies, dans les supermarchés. Alors, je leur ai dit que c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait que les gens puissent avoir ce lien avec les entreprises circulaires pour activer les membres de la communauté. Donc, nous avons organisé un forum parce qu'on a parlé de la durabilité et l'importance pour les Africains. On leur a parlé dans les langues, dans leur langue maternelle. Donc, on a eu une conversation sur les prix. On a discuté avec les clients pour leur montrer qu'il ne s'agit pas vraiment du coût-efficacité. Donc, ce qui était important, c'est d'être efficace pour qu'il y ait une coût-efficacité. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons avoir ces partages, mais il y a quelque chose que vous aviez dit. Vous avez parlé de la langue de communication, les langues maternelles, surtout quand il s'agit d'avoir accès aux finances. Il faut pouvoir communiquer avec les investisseurs. Donc, on a mené cette conversation. Parlez-nous de votre stratégie pour pouvoir communiquer avec les parties prenantes. Donc, quand nous avons lancé notre idée, on croyait que tout le monde serait intéressé. On croyait que tout le monde voudrait travailler avec nous. Et puis d'un coup, on a parlé au restaurant. Les gens étaient contents. Les gens nous applaudissaient, mais ils ne s'y intéressaient pas. Alors, on s'est posé la question de savoir, mais où est le problème? Où est l'erreur? Mais en Europe, ça avait été facile, mais on s'est rendu compte qu'il fallait changer le langage, leur montrer l'argent. Donc, on leur a montré qu'il pourrait y avoir une rentabilité. Mais ce qui était important, c'est de travailler ensemble. Donc, on a commencé à lancer un modèle de calcul pour montrer, pour pouvoir savoir à quel point il y a des déchets, quel est votre modèle, quelle est la rentabilité. Donc, d'un coup, ils étaient intéressés. Donc, ce qui était important, c'était d'avoir cette sensibilisation. Parce qu'au début, ils n'étaient pas intéressés, mais nous avons parlé des affaires et puis ça nous a été plus facile. On leur a demandé de travailler avec nous pour mener cette campagne de sensibilisation parce qu'il fallait montrer les avantages dans la société. Alors, ils ont accepté de le faire. Alors, ils ont vu qu'il y avait plus de 100 000 téléchargements. On croyait qu'ils allaient travailler avec nous, qu'ils allaient s'y intéresser. Donc, il y avait des applications, il y avait des résultats. Et donc, on voulait que la nouvelle génération soit intéressée. Si les gens achetaient de la nourriture, ça pourrait aider. Donc, voilà comment on a pu le faire. Au début, on croyait que ça allait être facile, mais ce n'était pas facile. Mais maintenant, au fur et à mesure qu'on travaille, ça devient de plus en plus facile. Il ne faut pas avoir honte. Il faut pouvoir travailler des chiffres parce que si
vous voulez avoir un impact, il faut avoir des recettes, il faut travailler de façon durable, il faut pouvoir accroître ces activités. Les chiffres sont très importants, il faut pouvoir mesurer l'impact, mesurer la rentabilité, mesurer le nombre de partenaires, de parties prenantes. Donc, les chiffres sont très, très importants. Il faut travailler avec les chiffres, il faut avoir un cible, il faut augmenter les cibles. Voilà, c'est ça notre parcours. J'espère que vous avez aimé, puisque nous sommes passés par beaucoup de difficultés. Merci beaucoup. I want to leave a bit of... Donc, je voulais vous donner un peu de temps pour avoir quelques questions, pour que les gens puissent poser des questions. Mais entre-temps, je vais vous poser une question. Donc, ce que vous venez de partager, c'est vraiment très important. En tant qu'entrepreneur, vous menez des activités très importantes. Comment parvenez-vous à rester ciblé et concentré? Il y a des changements sur le marché. Comment parvenez-vous à garder l'équilibre? Vous gardez l'équilibre. Comment le faites-vous? Donc, il y a eu des changements au cours de 6 ans. Au début, il n'y avait pas d'équilibre, il y avait des journées très longues, il n'y avait pas de vie sociale, il n'y avait pas d'échanges sociaux. Ma femme n'était pas contente, il y avait beaucoup de pression, il y avait des difficultés, mais au fur et à mesure que vous travaillez, vous voyez qu'il faut avoir une certaine durabilité, mais d'un coup, il y a un apprentissage et vous vous rendez compte qu'il faut avoir une équipe. Et puis, à un certain moment, vous vous rendez compte qu'il faut déléguer certaines activités. Il faut faire la délégation de pouvoir. C'est très difficile parce que vous avez l'habitude de faire tout. Il n'est pas facile de trouver les gens qui connaissent bien l'importance de déléguer les tâches. Mais à un certain moment, vous allez trouver des gens qui vont vous aider. Et de cette façon, donc à un certain moment, ma vie est devenue normale, j'ai pu dormir, mais je peux dire que il y a une certaine difficulté. Oui, j'ai vu avec le cofondateur, oui, ça fait partie du travail. Il faut accepter qu'il y ait des difficultés. Mais quand vous parlez du financement, je pense que cela se reflète dans votre parcours. Vous allez rencontrer des gens, vous allez voir que vous investissez dans la société et non dans la personne. Donc, si vous comprenez que vous devez travailler, ça va prendre beaucoup de temps. Je leur ai montré mon plan d'affaires pour 80 000 $. Mais j'ai pu travailler pendant très longtemps. Mon partenaire a pu entrer ce processus en tant qu'investisseur. Mais il faut pouvoir méditer, il faut pouvoir y réfléchir parce que parfois c'est très difficile. On peut devenir un peu fou, mais il est très important d'avoir un système d'avoir votre famille, d'avoir vos partenaires, un réseau de gens qui vont vous aider. Il faut savoir ce qui se passe, oui. C'est très important dans la vie. À un certain moment, il faut connaître ses difficultés et puis savoir ce qu'il faut changer, dans vos habitudes. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? S'il y a des questions, je vais prendre des questions. La dame va vous présenter, va nous dire où vous travaillez et puis poser votre question. Bonjour. C'est vraiment une conversation très intéressante. Je suis docteur Motezo. Je travaille avec l'Alliance, avec... Donc, quand il s'agit du financement, tout d'abord, à quel point est-ce que vous avez pu investir votre propre capital? Est-ce qu'il s'agit des parts, de vos propres parts? Et puis, comment est-ce que vous avez pu identifier les investisseurs? Où êtes-vous allé? Vous avez parlé avec qui? Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ces investisseurs? Quel a été le processus? Merci. Donc, quand j'ai commencé mon parcours, j'avais l'appui de ma mère
Et notre première expérience était de faire une présentation et entrer dans une compétition. Ça m'a donné beaucoup de crédibilité chez moi, avec les amis et la famille. Ma mère a présenté mon idée devant l'église. Ils ont contribué à mon idée. Ils avaient compris ma vision et j'ai pu remporter. J'ai été le gagnant dans la compétition. Donc, on a pu recommander d'autres programmes. Nous avons donné quelques idées, nous avons fait quelques recommandations, mais on était déterminés. Et après 3 ans, 4 ans, les investisseurs revenaient pour nous donner des crédits, des dons. Mais jusque-là, on a reçu quelques dons. Mais nous sommes prêts maintenant à recevoir des investissements. Nous entrons dans une structure d'entreprise. À l'époque, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, on a dû lancer nos systèmes de comptabilité, se conformer. On a dû se conformer aux lois, mais ça nous a pris beaucoup de temps pour attirer les investisseurs. Donc, c'était ça mon parcours. Donc, on avait des membres, entre 30 et 40 membres de l'Église. Certaines des amis de ma mère ont contribué beaucoup d'argent. Et parfois, si vous êtes découragé, il faut savoir que des gens pourraient s'intéresser à votre parcours, à votre activité. Merci beaucoup. Je voulais ajouter quelque chose. Il est difficile quand vous avez une entreprise d'impact, il faut trouver un investisseur. Il y a des gens auxquels vous parlez de votre impact, mais ces investisseurs potentiels vont vous poser la question de savoir si vous voulez faire la charité. Donc, on va vous poser quelques questions, on va vous donner quelques commentaires, mais pour lancer une entreprise et un impact, on a cru bon de nous approcher de quelques investisseurs. Mais ce que j'ai appris, c'est que il faut cibler des investisseurs. Il y a des investisseurs particuliers. Il faut parler à ces gens-là. Il faut savoir quels sont les investisseurs qui s'intéressent à votre entreprise, qui s'intéressent à votre région, qui peuvent comprendre ce que vous faites. Il faut être bien préparé. Il faut avoir votre plan d'entreprise. Il faut savoir comment communiquer à ces investisseurs. Mais ce qui est très important, c'est de savoir quels investisseurs pourraient travailler avec vous. Donc, c'est très important d'avoir des gens qui comprennent votre idée. Mais je me suis trouvée dans une situation où les gens pourraient ne pas me comprendre, pourraient ne pas aimer mon idée. Mais il faut savoir comment traiter avec ces personnes, comment pouvoir attirer ces fonds. Oui, à un certain moment, j'ai pris cet argent parce que j'en avais besoin, mais j'aimerais pouvoir travailler avec les gens qui sont bons pour moi, qui comprennent ce que je fais. Oui, merci beaucoup. Veuillez m'excuser, on n'a pas suffisamment de temps. Donc, essayez de parler, essayez de prendre quelques secondes. Parlez-nous de ce que vous faites. Donc, il y a une façon africaine de voir les choses. J'ai commencé très, très jeune et j'étais vraiment bouleversée par ce que j'allais faire, mais je me suis rendu compte que je pourrais travailler avec d'autres personnes. Il y avait la collaboration qui était très importante. J'ai vu que la collaboration était très importante parce que je pourrais travailler à travers des systèmes qui sont déjà en place, parce qu'il y avait beaucoup de pression. Mais avoir une certaine collaboration avec d'autres pourrait renforcer mon projet. Donc, la collaboration m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Donc, mon idée, je peux dire que ça peut prendre très longtemps. On m'avait dit que ça allait prendre 5 ou 6 ans. Je croyais que j'allais faire ça dans 3 ans, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parfois. Donc, ce que je peux dire, c'est ce qu'a dit mon cofondateur, mon mari. Mon mari a tendance à dire qu'il faut être gentil. Sois gentil envers vous-même, sois gentil envers vous-même. Je suis très compétitive, j'ai tendance à vouloir me punir si je ne réussis pas. Et c'est ce que je faisais au début. Mais
Donc, c'est ce que je pourrais partager avec vous. Si j'étais jeune, encore une fois, je me dirais qu'il faut être gentil envers soi-même. On peut travailler dur, mais il faut croire en vous-même, il faut continuer à travailler, il faut être déterminé. Merci. Oui, je vais parler de la collaboration aussi. Quand on travaille seul, ça prend très longtemps. Ça m'a pris 7 ans pour arriver là où je suis. Donc, j'ai dû apprendre à collaborer avec les autres puisque j'avais besoin d'une collaboration, d'un complément de compétences. Merci beaucoup. On aurait pu continuer, mais on accuse un certain retard. Mesdames, Messieurs, veuillez m'aider à applaudir les membres de notre panel. Merci beaucoup. Okay, brilliant. Merci. C'est bon. For me to bring onto stage, put onto the stage. Nous allons inviter un chercheur, Gabriel Nate, Anne Matthias Reusing, chef du secteur pour le European Green Deal, développement rural et le commerce vert. Elle va nous parler d'une initiative de l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez parlé rapidement sur le rôle de l'Union européenne dans la partie orientale et australe de l'Afrique. Pourquoi l'Union européenne est intéressée à appuyer ces secteurs dans cette partie de l'Afrique. Merci beaucoup. Vous connaissez mon nom parce que je m'appelle Reusing. Ce n'est pas à propos de cela, mais c'est à propos de cela. D'abord, les priorités politiques de l'Union européenne. D'abord, dans le Green Deal, c'est la première priorité pour aborder les questions liées aux effets de la pandémie en 2022. Et nous mettons un accent beaucoup plus sur certains aspects des partenariats. Et l'une de ces actions, c'est la mise en place d'une alliance avec l'Afrique. Et nous sommes déjà dans l'alliance depuis février cette année. Nous avons beaucoup ensemble de commun. Donc, je pense que la première chose pour renforcer les économies circulaires, c'est de créer des emplois innovants pour les jeunes, ou le redressement économique, et les aspects liés à la COP 27, l'utilisation des capitaux et aussi mettre fin aux émissions. Alors, la partie clé, c'est la collaboration dans cela. Donc, nous allons faire cela ensemble. Alors, pourriez-vous nous dire quels sont les objectifs de ce programme? Regardez cette carte d'abord. Cette carte montre les parties qui sont vert et foncé, d'autres vert clair, d'autres vert qui tend vers une autre couleur. Alors, vous voyez ce cercle en jaune, c'est la partie dans laquelle nous allons nous focaliser pour commencer. Donc, fondamentalement, voilà ce que nous allons réaliser. Nous avons les 4 flèches, voilà les composantes. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un programme de 40 millions d'euros et nous allons avoir des financements additionnels. Donc, nous voudrions avoir un environnement facilitateur pour le changement climatique. Nous voudrions aussi mettre un accent sur la chaîne de valeur, surtout la gestion des déchets plastiques, les déchets électroniques. Nous parlons des services, donc nous devons travailler dans ce cadre. Nous devons aussi penser circulaire, les plateformes électroniques pour développer les compétences. Et enfin, c'est de mettre en place un fonds qui va aider les startups, les différents partenaires, et cela va être en collaboration avec les pays d'Europe. Donc, nous allons entrer dans cette collaboration Nord-Sud, et le Rwanda est déjà en avance par rapport à cela. Donc, nous voudrions développer des expériences. Le Kenya est aussi en avance, l'Afrique du Sud est aussi en avance. Donc, nous voudrions développer des technologies transfrontalières. Nous allons ajouter des fonds additionnels pour essayer de développer des paquets de financement afin de renforcer l'aspect numérique qui fait partie de cela. Donc,
L'aspect le plus important, c'est le financement, parce que le financement constitue un défi pour toutes les affaires, y compris les affaires circulaires. Toutes les entreprises circulaires ont du mal à avoir du financement. Alors, quel est le calendrier? Voilà le calendrier. Nous allons, nous sommes à la formulation. Nous voudrions que les pays d'Afrique collaborent. Les 2-3 jours, nous allons utiliser ce temps pour essayer d'aider à faire en sorte que le secteur privé comprenne qu'il faut entrer dans le jeu. Donc, nous avons besoin des business privés, nous avons besoin des banques, nous avons besoin de tout le monde pour que nous puissions entrer dans cette compétition afin de pouvoir innover, donc se développer mutuellement, développer les pairs. Alors, nous voudrions commencer par l'accès ou alors développer l'accès au financement et essayer d'enlever les différents gourous d'étranglement. Merci beaucoup. Donc, je pense que ce programme va appuyer les économies à circuler sur le continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de notre session des pionniers des économies circulaires. J'ai noté quelque chose, surtout les changements. Nous faisons partie du changement, nous devons collaborer. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Donc, nous devrions impliquer les différentes parties prenantes. Il faudrait engager des conversations en ce qui concerne l'accès au financement parce que c'est nécessaire. La résilience vis-à-vis de l'avenir. La plupart des entrepreneurs veulent travailler en solo. Donc, il faut les pousser à travailler ensemble. Ça prend bien entendu du temps pour pouvoir arriver là où on veut arriver. Aussi, nous avons entendu une phrase une phrase qui dit que nous voudrions rendre le monde plus viable, plus vivable. Donc, les économies circulaires visent cela. Merci beaucoup. Merci. Et voilà comment on va conclure la première session aujourd'hui. Alors, les pionniers, vraiment, ce qui m'a touché davantage, c'est la circularité et que la circularité fait partie de notre culture africaine. Maintenant, si vous essayez de regarder les sujets qu'on va développer aujourd'hui, nous allons voir les sessions qui vont avoir lieu jeudi. Vous allez trouver cela sur l'application, les sessions accélérées pour accroître la circularité. Il y aura des sessions aussi sur l'avenir de l'environnement que nous désirons. Et il y aura davantage de sujets. Donc, il y aura beaucoup à discuter au cours des 2 jours à venir. Donc, vous avez vu la diversité des participants. Nous allons alors observer une pause courte dans la salle Kilimanjaro et nous reviendrons ici à 12 heures pour la session suivante, les économies circulaires pour le climat et la nature. Merci. OK. Oui. OK.